Bonjour, je suis Damien Roux, professeur de médecine intensive réanimation à l'université Paris-Cité et donc à l'hôpital Louis Maurier à Colombes. Nous allons parler avec un diaporama co-préparé avec le docteur Fabrice Huel de l'hypernatrémie, du diagnostic et de la prise en charge. Nous n'avons aucun lien d'intérêt à déclarer. Et donc, nous allons parler de ces 4 objectifs pédagogiques, notamment un de rang B sur des éléments physiopathologiques, mais surtout 3 de rang A, reconnaître l'urgence de l'hypernatrémie, les principales étiologies et la prise en charge qu'il faut proposer chez ces malades. Voici le plan de cette présentation. Tout d'abord, la démarche diagnostique, puis l'évaluation de la gravité et enfin, la prise en charge. Donc, hypernatrémie, définition et mécanisme. Premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute hypernatrémie, c'est-à-dire une natrémie supérieure à 145 millimoles par litre, c'est le reflet d'une hypertonicité plasmatique, on l'avait vu dans le premier diaporama, et donc l'hyperosmolarité plasmatique efficace induit une déshydratation intracellulaire, c'est-à-dire que globalement, c'est un déficit en eau. L'hypertonicité plasmatique induit un transfert d'eau du secteur intra vers le secteur extracellulaire. On parle donc d'une déshydratation intracellulaire. Donc, c'est ce qu'il faut bien maîtriser. L'hypernatrémie est le reflet d'une déshydratation intracellulaire. Alors, petit élément intéressant à retenir, c'est qu'il y a souvent, pas toujours, mais souvent une déshydratation extracellulaire qui est associée. Donc, on parle de déshydratation globale dans une proportion importante des cas d'hypernatrémie, mais l'hypernatrémie n'est le reflet que de la déshydratation intracellulaire. Donc, comment ça marche sur le plan diagnostique? On a bien saisi que l'hypernatrémie, c'était une hyperosmolarité, donc une déshydratation intracellulaire, c'est-à-dire une perte d'eau. Alors, il faut essayer de comprendre le mécanisme. Quand on a une hyperosmolarité, normalement, les osmorécepteurs détectent cela et vont stimuler la soif et stimuler la sécrétion d'hormones antidiurétiques par la post-hypophyse. Donc, si on cherche les différents mécanismes, on peut se poser la question d'un problème d'absorption insuffisante d'eau. Et donc, dans ce cas-là, il faut rechercher des troubles neurologiques, une perte de sensation de la soif qu'on peut voir fréquemment chez les sujets âgés ou des troubles neurologiques plus complexes. Il peut aussi s'agir d'un trouble moteur ou d'un environnement inapproprié. On se doute qu'au milieu du désert, si on n'a pas de bouteille d'eau, on va devenir hypernatrémique. Donc, il faut, évidemment, c'est pas le cas le plus fréquent, loin s'en faut, mais se poser ces questions-là de la problématique de l'apport en eau insuffisant, puisque si on est hypernatrémique, on doit avoir soif et on doit boire. Si on ne boit pas, il faut chercher la raison de cet apport insuffisant. Par ailleurs, il y a souvent des pertes d'eau qui peuvent être d'origine extra-rénale, le plus souvent cutanée ou digestive, mais pas forcément limitée à cela, et sinon une perte d'eau d'origine rénale, c'est-à-dire un diabète. Globalement, le diabète, c'est une perte d'eau par les reins, c'est une polyurie qui peut être sucrée ou insipide, et dans ce cas-là, il faut aller directement poser la question au rein en analysant les urines, et puis s'interroger sur la présence, si jamais les urines ne sont pas concentrées, du pourquoi elles ne sont pas concentrées, est-ce qu'il y a une problématique de sécrétion, de sensibilité à l'ADH. Pour faire cela, on fait un ionogramme urinaire, c'est-à-dire qu'on va évaluer l'osmolarité urinaire. Je rappelle que c'est le sodium plus le potassium urinaire fois 2. Il y a autant d'anions que de cations, personne ne s'est jamais électrocuté en touchant les urines, donc il faut multiplier par 2 le sodium et le potassium, auquel on rajoute l'urée, qui est important dans l'osmolarité urinaire, et le glucose. Si elle est basse, ce n'est pas approprié. On s'attend à ce qu'il y ait de l'hormone antidiurétique devant une hypertonicité plasmatique, et donc si elle est basse, c'est que soit il n'y a pas d'hormone antidiurétique, soit que le rein n'est pas sensible à ça. En tout cas, ça donne un diabète insipide, c'est-à-dire des urines diluées. Alors, historiquement, on goûtait les urines pour se rendre compte qu'elles étaient insipides, et on pouvait définir le diabète insipide. Aujourd'hui, on fait un ionogramme urinaire, c'est plus élégant. Et lorsque on découvre un diabète insipide, c'est-à-dire une hypernatrémie avec des urines qui ne sont pas concentrées, donc l'absence de
d'ADH ou l'absence de sensibilité d'ADH, eh bien, il faut essayer de mieux comprendre le mécanisme. Si c'est central, c'est donc cette absence complète ou partielle de sécrétion d'hormones antidiurétiques. Dans ce cas-là, il est intéressant pour en faire le diagnostic, pas forcément le mécanisme, mais de se rendre compte de l'absence de sécrétion d'hormones antidiurétiques qui est révélée par la disparition de l'hypersignal spontané en T1 d'une IRM de lymphostipophyse. Le diabète insipide, il peut être néphrogénique, c'est-à-dire que le rein n'est plus sensible à l'hormone antidiurétique. Or, il y a pas mal de situations qui peuvent expliquer cela. En réanimation, une cause fréquente, c'est la phase de récupération d'une nécrose tubulaire aiguë qui a été un peu sévère. Et pendant quelques jours, les tubules sont assez peu sensibles à l'hormone antidiurétique et on voit de temps en temps la natrémie monter si on n'apporte pas suffisamment d'eau au malade. Mais un traitement chronique par lithium et d'autres pathologies rénales plus rares peuvent expliquer un diabète insipide d'origine néphrogénique. Si à l'inverse, les urines elles sont concentrées, l'osmolarité urinaire est élevée, eh bien ça sous-entend qu'il y a de l'hormone antidiurétique et que les reins sont capables d'y répondre. Et dans ce cas-là, le plus souvent, dans ce cas-là, la déshydratation est globale, alors que dans le diabète insipide, souvent il n'y a pas de perte de sodium, donc là, il s'agit d'une déshydratation intracellulaire isolée. En cas d'urine concentrée et donc de présence d'ADH auquel le rein répond bien, eh bien la déshydratation est plus souvent globale. Il y a dans les grandes causes l'état hyperglycémique hyperosmolaire, donc une décompensation hyperglycémique sévère d'un diabète sucré. Et effectivement, là c'est le diabète sucré, c'est-à-dire que il y a une polyurie qui est osmotique et si on goûte les urines, ce qu'on ne fait plus évidemment, mais si on le goûte comme c'était le cas il y a quelques siècles, eh bien, on pouvait trouver les urines sucrées. Et puis enfin, on peut connaître un peu son malade s'il y a des brûlures étendues, effectivement des pertes cutanées, ou sinon une iléostomie qui donne abondamment peuvent expliquer une hypernatrémie et des pertes d'eau, donc d'origine cutanée ou digestive. Un petit aparté sur l'effet du furosémide. De temps en temps, les gens sous-entendent que le furosémide donne des hyponatrémies. Ce n'est pas le cas. Si on donne une restriction hydrique, qu'on limite l'apport en eau et qu'on met du furosémide à un patient, le furosémide fait perdre des urines hypotoniques, c'est-à-dire qu'il fait perdre plus d'eau que de sel, et donc il induit une hypernatrémie, il induit une déshydratation intracellulaire associée à une déshydratation extracellulaire. Et en l'occurrence, c'est souvent l'hyperhydratation extracellulaire qui motive sa prescription, mais chez quelqu'un qui a une grande insuffisance cardiaque, avec une hyponatrémie, si on fait une restriction hydrosodée et qu'on met du furosémide, la natrémie va tendre vers la normalisation. Alors, comment on évalue la gravité ? En fait, c'est un peu comme pour tous les troubles de la natrémie, pour l'hyponatrémie, mais pour l'hypernatrémie, c'est une variation du volume des cellules, ça induit des troubles neurologiques, qui peuvent être une somnolence, une confusion, une agitation, ça peut aller jusqu'au coma dans les formes les plus graves, et puis comme il y a une diminution du volume cérébral, parfois très, très important sur les hypernatrémies les plus sévères, eh bien ça peut favoriser la survenue d'hématomes sous-duraux, plutôt chez les sujets âgés, et également des thromboses veineuses centrales, notamment lorsque c'est dans un contexte d'état hyperglycémique hyperosmolaire. Évidemment, la gravité des troubles neurologiques est liée à l'importance de l'hypernatrémie et à sa vitesse d'installation. Alors, quelle prise en charge peut-on proposer ? C'est souvent un peu le cas dans ces troubles de l'hydratation. S'il y a une anomalie du secteur extracellulaire, il convient de corriger cette déshydratation extracellulaire en premier lieu. Et en l'occurrence, quand on met du chlorure de sodium à 0,9% en intraveineux, dans un contexte d'hyperosmolarité, eh bien ce soluté est hypotonique par rapport au plasma et donc va à la fois corriger le secteur extracellulaire, mais d'emblée corriger en partie le secteur intracellulaire. Une fois que le secteur extracellulaire est corrigé, ou dès qu'on a commencé sa correction, eh bien on peut corriger le secteur intracellulaire, c'est-à-dire apporter de l'eau. Alors lorsqu'on le fait en intraveineux dans les formes les plus sévères, eh bien ça se fait sous forme de sérum glucosé. Le métabolisme du glucose est assez rapide, sous réserve de mettre de l'insuline en cas de diabète décompensé, et donc ça va finalement apporter de l'eau libre, au même titre qu'on peut boire de l'eau dans les formes les moins sévères, mais effectivement, en intraveineux, on ne met jamais d'eau libre, sinon on va faire casser les globules rouges par un choc osmotique, et donc on met
du sérum glucosé avec le glucose métabolisé, ce qui fait un apport d'eau et donc une correction du secteur intracellulaire qu'on évalue par la correction progressive de la natrémie. Évidemment, il faut penser au traitement étiologique d'un diabète décompensé avec de l'insuline, toutes les autres causes qu'on a pu voir, mais qu'on ne va pas aborder ici spécifiquement. Donc les grands messages à retenir, c'est que toute hypernatrémie est une déshydratation intracellulaire. L'hypernatrémie est toujours hyperosmolaire et donc toujours le reflet d'une déshydratation intracellulaire, que souvent, pas toujours, mais souvent elle est associée à une déshydratation extracellulaire, que pour comprendre le mécanisme d'une hypernatrémie, il faut évaluer les apports d'eau, la diminution de prise de boisson, les pertes d'eau qui peuvent être rénales, le tube digestif, la peau, etc. Et qu'en cas de perte urinaire d'eau, notamment, il est très intéressant de calculer l'osmolarité urinaire. Les grandes étiologies, c'est le diabète sucré, c'est-à-dire une polyurie osmotique par la perte de glucose dans les urines, et qui peut expliquer un état hyperglycémique hyperosmolaire. Le diabète insipide, c'est-à-dire une hypernatrémie avec des pertes d'urine insipides, c'est-à-dire non concentrées, qui peut être néphrogénique, c'est-à-dire que le rein ne répond pas à l'hormone antidiurétique, ou centrale, c'est-à-dire que la post-hypophyse ne sécrète plus d'hormone antidiurétique. Ça peut être des pertes digestives abondantes qui peuvent, dans les grandes étiologies, expliquer une hypernatrémie. Enfin, la prise en charge de base, il faut toujours commencer par corriger une éventuelle hypovolémie, c'est-à-dire mettre du chlorure de sodium à 0,9% qui permet de corriger une déshydratation extracellulaire, et bien évidemment apporter plus d'eau que de sodium. Alors, il ne faut pas forcément apporter du sodium, mais en tout cas il faut toujours apporter de l'eau qui peut être intraveineuse par du sérum glucosé pour corriger la déshydratation intracellulaire. Évidemment, le traitement étiologique est très important. Je vous remercie de votre attention.